facile la vie de lanceuse d'alerte. On en parle avec Annie Trudel. Sonnez l'alarme, on vient foutre le feu, alors sonnez l'alarme. Avertissez les homies et les dames, on est de retour, alors c'est sonner l'alarme. Sonnez l'alarme, on vient foutre le feu, alors sonnez l'alarme. Annie Trudel, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous avez été agente de renseignement à l'unité anticollusion et à l'UPAC de 2010 à 2013. En 2014, l'ancien ministre Robert Poetti vous a confié le mandat d'analyser et d'enquêter sur certaines pratiques au ministère des Transports. Vous avez quitté le MTQ en avril dernier. Qu'est-ce que ce mandat vous a permis de constater? Qu'est-ce qui tournerait pas rond au MTQ? Ce qui tourne pas rond, je vous dirais, le premier point qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est la culture d'opacité. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, on déploie beaucoup d'énergie à cacher ce qui va pas et à faire des communications, du marketing et à tenter de bien faire paraître le ministère. Pour décrire la situation qui prévalait au ministère des Transports à l'époque où vous y étiez, vous avez parlé d'une gouvernance de coupeur de tête. C'est quoi ça, une gouvernance de coupeur de tête? Une gouvernance de coupeur de tête, on est très rapide à sacrifier des gens et ça, les gens le savent, donc on obéit. C'est pour rien que la loi de l'Omerta règne au ministère des Transports. Donc, comme on a vu récemment, ça prend 1 heure ou 2 à peine. On sacrifie 1 ou 2 têtes. C'est toujours des hauts fonctionnaires. Quand il vient le temps de toucher des gens au-dessus des hauts fonctionnaires, ah ben là, ça prend des enquêtes indépendantes, peut-être pas tant indépendantes, mais bref. Donc, c'est ce que j'appelle une gouvernance de coupeur de tête. Dans son rapport déposé mercredi dernier, la vérificatrice générale Guylaine Leclerc a décelé de nombreuses lacunes dans la gouvernance du ministère des Transports. Lourdeur administrative, structure de fonctionnement complexe, insuffisance de l'efficacité des processus de contrôle, climat organisationnel difficile. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, du rapport de la vérificatrice générale? Dans un premier temps, je crois qu'elle vient de justifier la nécessité du ministre de l'époque de faire appel à une ressource externe. Maintenant, on n'a vu qu'une partie de son rapport. Il y a une deuxième partie qui va arriver dans 2 mois. Ce que j'ai permis de constater, c'est qu'elle se penche strictement sur la gestion contractuelle. Donc, je réalise qu'il y a une zone grise entre l'UPAC et la vérificatrice générale. Il y a des points qui ne semblent pas attirer l'attention de personne. Par exemple, justement, l'opacité, les documents, l'information qui est transmise aux citoyens, qui n'est pas nécessairement juste, les documents qui ont été transmis aux élus à l'Assemblée nationale, qui ont été modifiés. Donc, tout ça, pour l'instant, je ne sais toujours pas c'est qui va se pencher là-dessus puis qui va analyser ces irrégularités-là, à mon avis. Il y a un manque de transparence envers le public, mais aussi envers les élus, dites-vous. Donc, le ministre des Transports est lui aussi tenu loin de la réalité? Je le crois, cependant, si je prends par exemple les documents qui ont été soumis au premier ministre et qu'il a déposés à l'Assemblée nationale, ces documents-là se sont avérés avoir été des documents qui ont été modifiés. Bon, moi, j'ai beau être outrée, mais si le premier ministre, il trouve ça correct et il le justifie, ben, il y a des limites à dénoncer le manque d'intégrité des documents. Donc, voilà ce que j'en pense. J'ai l'impression que, oui, les ministres ne sont pas au courant de tout, mais encore, un ministre ne peut pas ne pas savoir. C'est sa responsabilité d'aller chercher toutes les informations auxquelles il a besoin. Maintenant, si ça l'arrange de ne pas tout savoir, ben... Mais le DPCP a dit que les documents n'avaient pas été modifiés, qu'il s'agissait simplement d'erreurs. Oui, ben oui. En effet, il y a souvent beaucoup de ce genre d'erreurs-là au ministère des Transports. En mai dernier, le gouvernement avait mandaté la vérificatrice générale pour enquêter sur des allégations d'irrégularité au ministère des Transports. Il était question, entre autres, de non-conformité dans l'octroi des contrats, de cas d'intimidation des vérificateurs et de systèmes de comptabilité opaques. Selon vous, est-ce que la vérificatrice générale est parvenue à faire la lumière sur toutes ces allégations-là?
Pas dans la première partie que nous avons vue, parce que la première partie de son rapport concerne uniquement la gouvernance de la gestion contractuelle. La deuxième partie promise concernera les processus de la gestion contractuelle. OK. Mais vous savez, il y a d'autres choses aussi qui doivent être vérifiées de façon approfondie. Par exemple, les estimations. Par exemple, les avenants qu'on appelle communément des extras. Je suis encore abasourdie de lire comme explication d'un extra dans un contrat en particulier, par exemple, que c'est dû au fait que les travaux ont été faits à l'hiver. On a un par année au Québec, donc je pense que ça peut se planifier de façon un peu plus intelligente. Donc ça, c'est d'autres points qui devraient être vus dans la prochaine partie. Oui, parce que l'hiver n'est pas un extra au Québec. Non. Oui, mais il est variable. Le MTQ a octroyé pour plus de 1,6 milliard de dollars de contrats en 2015-2016. 1,6 milliard. En commission parlementaire, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de fractionnement de contrats au MTQ. Ces pratiques permettent de contourner la loi sur les appels d'offres. Un deuxième rapport de la vérificatrice générale portant spécifiquement sur cette vérification-là des contrats sera déposé au mois de juin. Quelles sont vos attentes? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon indirecte. Ce qui peut pas être fait direct, on le fait de façon indirecte. Donc, le fractionnement, c'est un exemple, mais des contrats de gré à gré, des fausses situations d'urgence, des contrats faits à des ex-fonctionnaires retraités, par exemple, ou des contrats qui, pour être cachés, surtout des médias, pour ne pas devoir les publier sur SEAO, on les considère comme des contrats protégés de nature confidentielle. Donc, personne ne peut les voir, personne ne peut les juger. Donc, il y a plusieurs stratagèmes pour, en fait, faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Donc, je m'attends à ce qu'on se penche sur tous ces stratagèmes-là. Le 4 avril dernier, après 18 mois de travail, vous avez remis votre démission en mentionnant que vous étiez fatigué que des fonctionnaires du ministère des Transports vous mettent des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que vous entendez par bâton dans les roues? Je l'ai su récemment, mais on me considérait comme une nomination politique. Donc, pour eux, ils devaient être très vigilants, ils devaient filtrer les informations qu'ils me remettaient. Donc, moi, ce que je voyais, c'était pas beaucoup de réponses, une réponse très lente. Ça pouvait prendre des mois avant qu'on me remette les documents que je demandais, des documents qui n'avaient pas rapport, ou sinon, on noyait le poisson, on me remettait des tonnes et des tonnes de documents. Il fallait que je trouve ce dont j'avais besoin. Donc, c'était toutes sortes de façons de ralentir mon travail et de s'assurer que j'arrive pas avec des recommandations rapidement. Est-ce que vos patrons vont être contents de vous voir ici ce soir? Ben, en fait, mes patrons, oui, mes patrons sont fort heureux de me voir ici ce soir parce que maintenant, je suis accréditée pour certifier des firmes selon la norme ISO anticorruption. Donc, je travaille avec des municipalités et des entreprises privées qui, eux, ont la volonté vraiment de se conformer et de mettre en place toutes les pratiques. Donc, oui, eux sont très heureux. Ah, mes ex-patrons. Oui. Ah, ben alors, mes ex-patrons, je crois qu'il y en a certains qui seraient bien heureux et fiers de moi, d'autres peut-être un peu moins. Vous dites que le climat d'intimidation est bien ancré au ministère des Transports. Ces allégations ont été vivement niées. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient tenté de vous intimider, vous, personnellement, ou vos allégations d'intimidation concernaient d'autres personnes que vous? Ben, en fait, les deux. Moi, personnellement, ça a commencé une semaine après mon entrée en fonction à l'unité anticollusion en 2010. Il y a quelqu'un du ministère des Transports qui avait coulé aux médias la liste de tous les employés de l'unité anticollusion ainsi que nos adresses personnelles. Donc, charmant. Bon, je le sais, quand on fait mon travail, on le sait qu'on est en terrain hostile, mais c'est un choix que j'ai fait et je vais continuer à travailler dans ce domaine-là, dans la lutte à la corruption pour les prochaines années. Ceci étant dit, on en vient à un point où on en a vraiment assez parce que ça affecte nos vies personnelles. Moi, c'est moi qui ai fait ce choix-là, mais pas ma famille. Et il y a beaucoup de rumeurs qu'on tente de rendre publiques via les médias. On a tenté de créer des liens personnels entre moi et mes supérieurs immédiats. Donc, j'ai supposément eu des relations personnelles avec mes anciens patrons. Puis quand ça fonctionnait pas, ben là, ils ont dit que c'était de la famille, finalement. Et puis, on
m'a même inventé une mère adoptive. Donc c'est beaucoup. Mais à un moment donné, ça irrite, ça dérange. C'est une distraction qui est inutile. Et puis, bref. Donc, je réponds à votre question. Oui, moi, j'ai beaucoup été intimidée. Je continue à l'être. Aller jusqu'à hier, j'ai eu beaucoup de messages concernant ma présence ici ce soir. Donc, ah oui? On m'a mis en garde de faire très attention à ce que j'étais pour dire. Oui, mais Éric aussi a reçu ça. Oui. Même pendant l'émission. On pourra s'en parler. Mais l'autre partie est importante, M. Lepage, parce que oui, au ministère des Transports, comme je le disais tout à l'heure, si l'omerta règne, c'est parce qu'ils sont intimidés. Il y a des employés qui ont été tassés. Il y a des employés qui ont dû quitter en congé de maladie. Il y a des employés qui ont dû se chercher des emplois dans d'autres ministères. Donc, oui, il y a beaucoup d'intimidation. Vous reprochez à l'UPAC de vous avoir traité comme si vous étiez une criminelle et d'avoir mené une enquête sur vous. Comment, premièrement, vous avez connu l'existence de cette enquête-là sur vous? J'ai rencontré la Sûreté du Québec suite à mon témoignage parce qu'ils enquêtaient sur justement le dossier de la fabrication de faux. Et les locaux de la Sûreté du Québec sont dans les mêmes locaux de l'UPAC. Donc, je passe une journée complète avec la Sûreté du Québec, 7-8 heures, et à la fin de la journée, les enquêteurs me disent... En passant, ton ancien patron de l'UPAC voudrait juste te voir 5 minutes. Donc, parce qu'il faut qu'on se rappelle que je travaillais à l'UPAC avant. Donc, mon ancien patron arrive avec un formulaire qui était pré-rempli et on me demandait de donner mon consentement pour aller chercher mes courriels. Moi, il n'y a aucun problème, je collabore, mais en lisant le formulaire, c'était pas juste mes courriels du ministère, mais c'était mes courriels personnels, c'était mes textos personnels, puis c'était mes numéros de téléphone personnels. Est-ce que vous avez signé? J'ai pas signé. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, de toute façon, Annie, les courriels du ministère, on les a déjà toutes. Puis les autres, si tu veux pas nous les donner, on va aller les chercher. Avec ou sans ton approbation, on va aller chercher un mandat. Mais qu'est-ce que l'UPAC cherchait à savoir? Alors moi, je suis d'avis, c'est pour ça que j'ai pas donné mon autorisation. Moi, je suis d'avis que ce qu'ils cherchaient à savoir, c'était d'identifier mes sources. Parce que l'important, c'est toujours d'identifier les sources, c'est pas de régler le problème, c'est de savoir d'où ça vient, qui parle, qui ose se plaindre. Isabelle sourit, elle a l'air d'accord. Isabelle sourit toujours. Oui. Mais je suis certaine qu'Isabelle sait un peu de quoi je parle, mais bref, c'était ça. L'idée, c'était d'identifier les gens qui me parlaient. Vous déplorez que des sources au gouvernement et à l'UPAC coulent de l'information confidentielle susceptible de nuire à la sécurité des lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est une supposition? Vous avez des preuves précises vous impliquant ou impliquant d'autres lanceurs d'alerte? Les deux. En ce qui me concerne, il y a des documents. On se rappelle la fameuse clé USB. Quand j'ai quitté, moi, j'étais tenue par mon contrat de remettre tous les documents, tout ce que j'avais utilisé, tout le travail à mon employeur, ce que j'ai fait. Sans garder de copie? Sans garder de copie, je pouvais pas garder de copie. Et mais là, il y a plusieurs de ces documents-là, quand ça arrangeait les gens qui ont été rendus publics. Donc, à un moment donné, le ministre a rendu public un tableau d'Annie Trudel, puis à un moment donné, le ministère a rendu public des échanges courriels d'Annie Trudel. Donc ça, c'est en partant, c'est douteux, mais allez, à la semaine dernière, l'UPAC est sorti, ça s'est jamais vu. Il faut se rappeler que dans la loi de l'UPAC, dans un premier temps, ils sont tenus d'enquêter tous les dossiers de représailles, tous les lanceurs d'alerte qui subissent des représailles sont obligés de les enquêter. Mais de plus, les lanceurs d'alerte sont obligés de les protéger, puis sont obligés de protéger leur anonymat. La semaine dernière, l'UPAC est sorti publiquement pour identifier quelqu'un et nommer combien de fois cette personne-là a été rencontrée. Ah oui, c'est inimaginable. Et puis ça donne le goût de lancer des alertes. Je pense que ça a passé le message à tous les autres qui auraient l'idée de génie de dénoncer des choses, de ne pas le faire. Pourquoi votre indignation est telle que vous êtes ici ce soir? Oh mon Dieu, je ne sais pas si on a assez de temps. Je vous dirais, je pense que ce qui m'irrite le plus, c'est vraiment les jeux de coulisses, à savoir qui sera le plus puissant, qui a des meilleures connexions pour faire sortir des articles qui vont discréditer bon. Alors, je pense que c'est ça que je trouve le plus exaspérant. On n'a pas une loi qui nous protège comme lanceur d'alerte au Québec et si on ne peut pas parler, si on ne peut pas dénoncer, alors le gouvernement en place garde tout le pouvoir et tout le contrôle sur l'information. Mais là, il y a la loi 87
Oui. qui facilite la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle sera en vigueur le 1er mai. C'est une recommandation de la commission Charbonneau. Est-ce que cette loi va venir combler cette lacune-là? Non, puis je vous explique pourquoi rapidement. C'est que cette loi-là prévoit qu'il va y avoir des répondants dans chacun des ministères. Donc, en partant, il n'y a pas d'indépendance. Les gens dans les ministères qui vont vouloir dénoncer vont devoir s'adresser à un collègue ou à quelqu'un qui est à même le ministère. Dans un deuxième temps, le protecteur du citoyen, qui est l'entité qui va recevoir les signalements, n'a pas de pouvoir. Donc, le protecteur du citoyen va recevoir les signalements et s'il se rend compte qu'il y a un signalement qui est d'ordre criminel, il va leur transférer à l'UPAC. Donc, finalement, c'est du pareil au même. Je vous trouve très courageuse d'être venue ce soir nous expliquer ça. Merci beaucoup, Agnès Trudel. Merci de votre présence. Après la pause, Marc Beaupré. Puis on m'appelle Marc Arcancer aussi. Ah oui. Ça se prononce tellement bien, ça, Marc Arcan. Oui, ben c'était le but aussi. Jean-François Rivard, il faisait un concours dans sa famille pour trouver les noms qui se prononcent le plus mal. Puis il était sorti aussi avec le nom Claire Clich. Puis ils l'ont mis dans la deuxième saison. Un moment donné, je parle de mes ex, puis il y a Claire Clich qui sort. Marc Arcan, Claire Clich.